C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors tous les mots possibles ont été écrits, prononcés, imprimés, séisme, bouleversement, onde de choc. La condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire a cloué l'ancienne présidente du Rassemblement national. Elle s'est dressée, dit-elle, contre une mise à mort politique décidée, contre la République des juges. Et beaucoup dans la classe politique ont avoué leur trouble, à l'instar du Premier ministre François Bayrou, qui a maintenu sa critique sur la sévérité de la sentence immédiate d'inéligibilité. Excepté le Parti socialiste, les politiques sont gênés aux entournures, d'autant que beaucoup, y compris Marine Le Pen, avaient réclamé une inéligibilité à vie. Éric Ciotti, lui, veut supprimer la loi Sapin qui permet cette disposition, comme s'ils pensaient tous dans le fond et si ça nous arrivait. On en parle avec nos invités. Bruno Jeudi, directeur de la Tribune du Manche. Bonsoir à vous, Bruno. Bonsoir, Rosine. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous. Bonsoir, Carole Barjon. Bonsoir, Rosine. Éditorialiste politique, merci d'être là. Et en fin d'émission, Véronique Ressoul nous dira ce qu'en pensent les réseaux sociaux. Alors, François Bayrou a évoqué son trouble et s'interroge tout haut sur l'opportunité que le Parlement se saisisse ou non de détricoter la loi. Sapin, on l'écoute. Le seul sujet qui a été mis en interrogation, et depuis longtemps, c'est le sujet sur l'exécution provisoire des décisions, parce que, évidemment, comme on l'a vu, comme bien de vos collègues l'ont dit, ce sujet-là mérite interrogation. S'il y a interrogation, c'est le Parlement qui doit s'en saisir. C'est le Parlement qui l'a défini, c'est la loi. C'est en vertu de la loi que la décision a été prise. Si la loi doit être discutée, c'est au Parlement. Alors, il y a interrogation de la part de François Bayrou, Jean-Marie. Est-ce qu'il dit, s'il y a interrogation, mais est-ce qu'il se met dedans? Est-ce que lui-même s'interroge? Manifestement, il s'interroge, voire même il a cessé de s'interroger. Il a une idée très précise. Simplement, il a raison, c'est le Parlement qui peut défaire la loi. Laquelle loi avait été réclamée à corps et à cri dans un contexte que vous avez rappelé. C'était d'ailleurs le moment où Alain Juppé avait été condamné à 10 ans d'inéligibilité et où un certain nombre de politiques, dont Marine Le Pen, disaient il faut maintenant inscrire une inéligibilité à vie parce que la justice n'est pas assez sévère. Oui, il l'a dit plusieurs fois en 2013. Voilà, donc voilà, c'est tout ça. Alors maintenant, il y a une proposition d'Éric Ciotti qui est une proposition destinée à venir en aide à Marine Le Pen. Peut-être faut-il en passer par là, supprimer cette clause d'inéligibilité, mais à ce moment-là, les Français seraient en droit de se dire, ben voilà, il y a une législation à 2 vitesses. Voilà, donc où est l'égalité dans tout cela? Elle aurait manifestement disparu, alors que dans les législations précédentes, le mot d'ordre, c'était la transparence. Le mot d'ordre, c'était de rétablir le lien entre les Français et la politique, et donc en rendant la politique plus vertueuse. Donc voilà où nous en sommes. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, Bruno, a quant à lui demandé à la justice un délai raisonnable pour un procès en appel en juin 2026. On a l'étrange sensation que le « je ne me laisserai pas faire » de Marine Le Pen fonctionne un peu. Je ne sais pas si... Pour faire un lien direct, peut-être. Quand même, il y a le Premier ministre... Ce qui est certain, c'est que Gérald Darmanin... n'a pas dit ça par hasard et que manifestement sa montre était, on va dire, habilement réglée avec celle de la justice et qui a audiencé immédiatement le procès en appel de Marine Le Pen. On l'a su quelques heures, 1 ou 2 heures plus tard. Je pense que la justice aussi a voulu éviter de s'enfoncer dans un procès en procès politique et donc a accéléré le calendrier, c'est vrai pour l'affaire de Marine Le Pen, alors que l'affaire du Modem, par exemple, n'est pas encore audiencée, alors que le procès a eu lieu maintenant il y a 16 mois, je crois. Ni celle de LFI, je crois. Non, mais LFI, c'est différent parce que LFI, c'est première instance. Donc, c'est pas la cour d'appel. Donc, ça, c'est différent. Et l'instruction n'est pas terminée pour LFI pour d'autres raisons. Parce que les affaires, elles ont beau porter sur la même chose, elles ne sont pas tout à fait pareilles par ailleurs. Tous les observateurs qui essaient de ramener tout, celle du Modem à celle du RN, ils devraient regarder les montants, la responsabilité, les faits constitutifs, les notes dans le procès RN qu'il n'y a pas dans le procès Modem. Enfin bon, passons, c'est des affaires qui ont point commun les assistants parlementaires, mais c'est un petit peu différent. Non, je pense que la justice a aussi...
elle ne vit pas hors contexte. Il y a une présidentielle, c'est une candidate à la présidentielle. Donc, du coup, il décide d'accélérer l'audience de l'appel de Marine Le Pen, qui évidemment a hurlé haut et fort pour avoir ce procès rapidement. Est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça pour Marine Le Pen ? Il faudra voir le calendrier, ce que ça donnera, parce que c'est vrai qu'elle peut avoir le délibéré à l'été. Est-ce qu'elle n'aura pas aussi rapidement le pourvoi en cassation ? Et en cas de tout ça, si c'était négatif, finalement, ça l'éliminerait aussi. Donc, à voir. Hein. On va explorer les... Tout est assez mauvais dans cette histoire-là pour Marine Le Pen, parce que le point de départ, c'est qu'elle est condamnée. Après, on discutera peut-être de cette affaire de l'exécution provisoire, qui évidemment, c'est ça qui sème le trouble chez François Bayrou et ses interrogations. Moi, j'ai plutôt tendance à les partager. J'ai remarqué en tous les cas qu'il n'avait pas été beaucoup soutenu par les députés, ce qui n'a pas du tout été applaudi, hormis Marine Le Pen qui a approuvé de la tête. Carole, est-ce qu'on a le sentiment quand même que la classe politique en ce moment est en train de tricoter une écharpe exactement à la taille de Marine Le Pen et un peu de faire une exception en quelque sorte. Je ne vais pas dire de faire une faveur, mais ça, en on quelque va voir, sorte. parce que le fait de faire une nouvelle loi qui supprimerait ou l'automaticité de l'inéligibilité, ou bien modifier les conditions d'attribution, si j'ose dire, de l'exécution provisoire, qui, comme son nom ne l'indique pas, est en fait une exécution immédiate et qui donc suspend, en fait, prive la personne du caractère suspensif de l'appel. Donc d'un recours. Mais pour reprendre ce que disait Bruno, uniquement sur la partie ou ce que vous disiez vous, je ne sais plus sur... Ça suspend uniquement sur la partie inéligibilité. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas rien. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, ça suspend c'est le cœur du sujet. Ça ne suspend que les peines complémentaires. C'est même essentiel dans cette affaire-là, en tout cas. Je ne sais plus qui disait tout est mauvais, c'est vous, Roselyne, pour Marine Le Pen. Oui, je dirais oui, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier le début, c'est-à-dire la défense du Rassemblement national dans cette affaire, qui est absolument calamiteuse. Ils ont nié tout en bloc, contre toute évidence, n'acceptant absolument pas les règles du Parlement européen. Ce qui a valu d'ailleurs le fameux risque de récidive. Oui. C'est là-dessus, c'est justement sur le déni. C'est là-dessus. C'est là-dessus. Oui. Voilà. Donc ça, on peut en discuter, parce que le risque de récidive, honnêtement, franchement... C'était pour marquer le déni. On ne le voit pas bien, c'était pour marquer le déni total, mais ça pouvait être, comment dire, dans les attendus ou dans les commentaires des juges, mais ce n'était pas forcément une raison d'appliquer l'exécution provisoire. Donc oui, ils ont été mauvais dans cette affaire. Maintenant, la vraie question que pose tout ça, mais peut-être ne faut-il pas se précipiter pour la régler, puisque Jean-Marie le rappelait, la loi Sapin, elle a quand même été votée aussi dans une certaine urgence après l'affaire Cahuzac, et donc peut-être qu'il faudra modifier l'affaire de l'exécution provisoire, mais peut-être pas immédiatement. Peut-être qu'il faut réfléchir un peu. Je ne crois pas qu'il y aura une majorité pour voter la proposition de loi Ciotti. Alors on va écouter Catherine. Pour rajouter juste un mot à ce que disait Carole, c'est non seulement une mauvaise défense, mais c'est une obstination. C'est-à-dire que pendant 10 ans, le RN a considéré que peu importe ce que disait le Parlement européen, peu importe les règlements du Parlement européen, eux, ils avaient l'idée qu'un assistant parlementaire payé par le Parlement européen peut travailler exclusivement pour le parti et qu'il n'y avait pas à discuter ça. Donc tout cela était attendu, la faute était avérée et c'était attendu. Et il feigne aujourd'hui la surprise et l'émotion, mais tout le monde attendait ce type de jugement parce que la faute était là. Et donc c'est fascinant de voir comment une personne qui est objectivement coupable, c'est vérifiable, prend la pause pour que les Français soient convaincus qu'elle est la victime. Et c'est cette bataille-là c'est la technique de Trump aujourd'hui. Catherine, est-ce que vous permettez un instant, et je vous laisse la parole longuement après, puisque vous n'avez pas encore parlé, quand même sur la réaction du socialiste Jérôme Guedj à propos de François Bayrou.
et son trouble, une position un peu incongrue. Hein. On va écouter Jérôme Gage et vous réagissez. Voilà, j'en veux au trouble de François Bayrou, franchement, qui est une fois de plus. Je ressens un trouble à la lecture. Oui, mais une fois de plus, c'est une sortie de route du Premier ministre. Il participe au bon fonctionnement des institutions. Et donc, au moment où il y a une peine de cette nature, faire un oui mais, ça veut dire jeter la suspicion sur ce travail-là et donc sur l'état de droit. Et c'est donner le point à la rhétorique, à l'argumentaire du Rassemblement national. Voilà Catherine, j'attends impatiemment votre avis après tout ce qui a été dit. Est-ce que quand même on sent, c'est ce que je disais tout à l'heure, des politiques quand même un peu tous gênés, excepté le Parti Socialiste, qui lui avait voté en masse pour la loi Sympa? Moi, je ne dirais pas tout à fait que tous sont gênés. Je trouve que c'est quand même... Moi, je trouve qu'il y en a une partie qui est gênée. Elle est assez identifiée sur le spectre politique. Il y a quand même l'extrême droite et la droite. Oui, il y a extrême droite. Et il y a ceux qui sont aussi embarqués dans ces affaires, c'est-à-dire Modem et LFI. Mais ce n'est pas tout l'espace politique, parce qu'il y a le Parti socialiste, il y a les écologistes, il y a les communistes à gauche. Mais je n'ai pas non plus eu l'impression que chez Renaissance, on se mettait de ce côté-là. Enfin, je veux dire, cette suspicion qui est quand même... Moi, je rejoins ce que dit Jérôme Gage, c'est qu'en fait, ça jette une suspicion sur le fonctionnement de la justice, sur la séparation entre le gouvernement et la justice, qui normalement fait partie des fondements de notre état de droit. Et ça donne l'idée qu'en effet, il y aurait une justice qui serait trop sévère avec les adversaires du pouvoir. Moi, je ne le crois pas, parce que comme vous tous, on a écouté. Ce que je retiens, c'est que quand même, il ne s'agit pas... C'est pas exactement, par exemple, équivalent au Modem. Le Modem, il travaillait pour le parti. Là, je ne peux pas dire que le chauffeur et le majordome de Jean-Marie Le Pen travaillaient pour le parti. On dit qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel au sens où ils n'ont pas mis de l'argent dans leur poche. Mais enfin, ils ont quand même détourné de l'argent du Parlement européen à des fins qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité politique. Le chauffeur, le garde du corps, le majordome ne sont pas des actions politiques. Donc, je trouve que là, on voit bien qu'il y a quand même une appropriation, une privatisation des moyens publics à des fins personnelles. Donc la peine vous paraît... Donc la peine me paraît totalement... Pas hors de proportion. Non. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur la question de l'inéligibilité immédiatement applicable, dans un premier temps, j'étais assez troublée aussi, parce que je me dis, tant que les recours n'ont pas été traités de manière définitive, ça paraissait gênant. Mais il y a deux arguments à cela. C'est d'abord, ce n'est pas le seul cas où il y a une application immédiate de la peine. Il y a tous les cas de violence, par exemple, à l'égard des enfants, des femmes, des pédocriminels, etc. L'application, c'est immédiat. Donc, ce n'est pas une exception dans le droit que l'appel... On n'attend pas l'appel pour que la peine soit appliquée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se trouve, c'est pas de chance pour elle, mais la semaine précédente, il y a eu le jugement pour le procès Sarkozy. Et que franchement... l'idée que dans les élections présidentielles, ça manipule beaucoup d'argent et parfois pas de manière très, très transparente et très légale. Et il y a alors le procès Sarkozy, mais il y en a eu d'autres quand même. Hein. Ça a commencé en 95, et puis après, même avec Jacques Chirac, les comptes d'Emmanuel Macron n'ont pas été validés en 2022, ceux de Jean-Luc Mélenchon non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de l'argent qui n'est pas véritablement soit dépensé en trop, comme en 2012 pour Nicolas Sarkozy, soit qui a des provenances qui ne sont pas tout à fait claires, c'est quand même assez fréquent dans l'élection présidentielle. Donc avoir de la mansuétude avec une candidate avant l'élection présidentielle qui en plus mélange tout, le privé, le public, moi je n'achète pas quoi. Oui. Bruno, vous dites, est-ce que cette loi mérite d'être révisée, d'être re-regardée ? Alors vous disiez pendant le sonore tout à l'heure de Jérôme Gage qu'il y aura pas de majorité pour revoter sur cette loi, mais à votre avis, est-ce qu'il faut en repasser par le Parlement ? Alors, d'abord, il y a deux choses dans votre question. Il y a cette proposition de loi d'Éric Ciotti qui vise clairement à sauver Marine Le Pen. Et je pense que rien que pour cette raison-là, cette proposition de loi a peu de chances d'être adoptée, de trouver une majorité, même si, évidemment, peut-être que les LR la voteront. Enfin,
Moi, je doute qu'elle puisse être adoptée. En plus, ça fait loi de circonstance. C'est exactement l'histoire des lois d'amnistie des années 90 qui s'étaient retournées contre le pouvoir socialiste de l'époque. Et j'imagine qu'il n'y aura pas de majorité. Maintenant, faut-il revenir réfléchir sur cette exécution provisoire? Ceux qui ont voté ce texte en 2016, parce qu'en fait, il y a la loi Sapin 2 2016, et puis il y a les conditions d'application de l'exécution provisoire dans le texte de 2017. En fait, il y a 2 éléments. Tous ceux qui ont travaillé et voté ce texte, plusieurs parlementaires qui ont fait les plateaux de télévision ces derniers jours, ils disent que oui, c'était une loi de circonstance après Cahuzac, elle n'a pas été entièrement bien réfléchie, et peut-être qu'il faudrait revenir sur certains aspects, d'autant plus qu'elle pose des problèmes de jurisprudence, parce qu'il y a, par exemple, on ne va pas trop compliquer la vie, mais vous avez des élus locaux qui se trouvent déchus de leur mandat de manière immédiate. Comme Hubert Falco. Voilà. Le maire de Toulon. Et par exemple, Marine Le Pen, elle est inéligible, mais elle garde son mandat de député. Donc vous avez 2 jurisprudences, une du Conseil d'État et une du Conseil constitutionnel. Très, très bizarre. Ça devient extrêmement bizarre, et tout ça donne quand même quelque chose qui fonctionne de manière assez bancale. Donc il y a des éléments à revoir. Là, à chaud, faire ce texte, ça me paraît quand même très problématique et probablement politiquement impossible. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'exécution provisoire, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait. Ça, c'est pas nouveau, ça ne date pas de 2016 ou de 2017. Ça s'appliquait... Il y a eu un durcissement. Voilà. Ça s'appliquait déjà dans le Code civil, etc. Ou alors, effectivement, pour protéger de la récidive des criminels ou des pédophiles ou des gens comme ça, parce que là, il y avait danger immédiat. Je ne peux pas dire que dans le cas de Marine Le Pen, il pouvait y avoir délit de fuite. Donc cette sanction-là, elle existe déjà dans le droit depuis fort longtemps. Je crois depuis même le 19e siècle. La question nouvelle qui est posée et qu'on n'avait peut-être pas justement bien vue jusqu'ici, c'est la conjonction entre les lois de 2016-2017 et cette disposition qui existait déjà dans le droit. Donc effectivement, il faut peut-être... remanier tout ça et clarifier les choses. Puis le principe fondamental de la controverse de la part du Rassemblement national, c'est de dire on va nous priver et on va vous priver de... Or, ça, ils peuvent le dire, ils pourraient le dire s'il n'y avait pas d'alternative à Marine Le Pen. Le problème, c'est qu'au RN, il y a une alternative, c'est Jordan Bardella. Non, mais ça... Et donc, les gens d'extrême droite ou qui se reconnaissent dans cette famille de pensée auront leur candidat. Non, ça d'accord, mais on parle d'injusticiable en particulier. Non, mais je veux dire, leur argument qui consiste à dire on nous priverait, non, on ne les priverait pas. Mais en revanche, il y a attendez, Jean-Marie, si la Cour d'appel n'avait pas annoncé il y a 2 jours... que l'appel aurait lieu en 2026, etc. Ça, la justice veut montrer qu'elle le fait. On sait bien pourquoi elle a fait ça. La démonstration est facile mais n'empêche qu'elle n'avait pas... elle ne bénéficiait pas... Le délai moyen des appels, c'est quand même 2 à 3 ans. Et il y avait des chances quand même que ça n'ait pas lieu avant la présidentielle. Bien sûr. Mais moi, il y a un point quand même du jugement qui me... Alors, comme dirait le Premier ministre, qui me trouble... C'est quand la présidente du tribunal oppose au Rassemblement national, à Marine Le Pen, le fait de n'avoir pas confessé ses fautes, de ne pas avoir dit « j'ai eu tort ». Mais ça n'appartient pas au droit, ça appartient à la religion, ça appartient si elle est catholique, le prêtre peut lui reprocher de... Vous voulez dire qu'elle a le droit de mentir? Je veux dire que c'est un droit élémentaire de la défense, soit de rester silencieux, soit de mentir, soit de ne rien dire, soit de nier. C'est un droit de la défense. Et sur ce droit de la défense n'a pas été retenu à tort par la présidente du tribunal, à mon avis. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en l'occurrence, ce qu'elle a montré, c'est qu'elle ne reconnaissait pas, en fait, qu'il y avait problème. C'est-à-dire qu'elle a... Ça, on est dans l'ordre de la morale. Là. Elle ne reconnaît pas qu'il y avait problème. Non, ce n'est pas le rôle d'un juge de demander à quelqu'un d'être conforme à la morale dominante. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je me dis, donc, puisqu'elle ne le reconnaît pas, on ne va pas lui donner l'occasion d'aller le faire pour les élections présidentielles. Moi, ça me paraît... La conséquence de ça, c'est que puisqu'elle ne considère pas que ces règles-là s'appliquent, elle doit les appliquer, les comprendre et les appliquer, alors, oui, mais c'est là qu'on rentre dans ce qui fait débat, c'est-à-dire
Là, le juge donne le sentiment de vouloir sélectionner les candidats à la présidentielle en développant cet argument. C'est là où il y a un problème. Or, c'est quand même au peuple de savoir si qui va être candidat à la présidentielle. Non, le peuple, il ne décide pas qui va être candidat. Hein. Non, mais je veux dire, il ne faut pas raconter... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas au juge de sélectionner les candidats à la présidentielle. Non, mais il ne sélectionne pas les candidats. Ce qu'il dit juste, c'est que cette dame-là, elle ne nous montre pas qu'elle est en désir d'appliquer les principes concernant le financement des partis politiques. Mais c'est pour ça qu'elle a été condamnée. Ouais. C'est pour ça qu'elle a été condamnée et c'est pour ça qu'on se prémunit de le fait qu'elle puisse continuer de la sorte. Mais rien ne dit aujourd'hui, ça n'en prend pas le chemin, mais elle pourrait aussi changer de stratégie de défense en appel. C'est quand même ce que peut-être elle devrait en tout cas y réfléchir, parce que 93% des décisions en première instance sont confirmées en appel. Donc le risque que ça change en appel est assez faible, sauf à changer de stratégie de défense qui permet de justement... C'est ce que les magistrats apprécient quand le prévenu revient à la barre en appel. Il faut arriver contrit non, c'est pas contrit, c'est qu'elle ne le reconnaît pas, donc on lui dit ok, vous reconnaissez pas, nous on considère que vous êtes coupable, vous dites pas que vous respectez, vous allez vous engager à... Non, là on parle de la... Oui, de la suite. Deuxième... Soit elle dit qu'elle reconnaît les principes, les règles, elle les applique. Elle n'en prend pas le chemin là, parce qu'on a bien vu cette prise de parole. Et moi, ce que je trouve problématique, pour le coup, dans les prises de parole qui étaient plutôt calmes, même si elle a été évidemment... offensif politiquement, c'est la manifestation de dimanche prochain, qui est quand même une manifestation. Alors certes, Jordan Bardella depuis a dit c'est un rassemblement pour soutenir Marine Le Pen, mais enfin ça tout du rassemblement anti-juge. Et là, on n'est plus dans la dédiabolisation chère Rassemblement National, la stratégie de la cravate est oubliée, et là on retourne aux fondamentaux pour l'extrême droite. Mais il a demandé quand même avec pacifisme. Oui, c'est pas le Capitole. On en reparle la semaine prochaine, Rosine. En tous les cas, c'est une dérive trumpienne. Ça rappelle, avant Trump, ça rappelle un peu la manifestation au secours de François Fillon, au Trocadéro. Alors évidemment, c'était pas contre la justice, mais c'était pour essayer de... Oui, mais alors... Mais là, on est vraiment dans une réaction, vraiment, clairement, le lendemain, c'était la tonalité qui était les chefs du RN. Oui, mais toute la question, c'est de savoir si précisément ce rassemblement va être effectivement... plutôt de nature trumpienne et anti-système et anti-juge, avec des slogans radicaux, ou si c'est une sorte de baroud d'honneur et de mobilisation et de manifestation de soutien à Marine Le Pen. Mais là où peut-être vous n'êtes pas très logique, Bruno, c'est à la fois vous dites c'est une stratégie trumpienne, et à la fois est-ce qu'il aurait fallu la laisser être éligible après avoir été condamné? Parce que c'est ce qui s'est passé avec Trump. Condamné, mais quand même élu. Moi, ce que je dis, c'est... Moi, je ne suis pas d'accord avec le principe de l'exécution provisoire dans les peines d'inéligibilité. Je pense qu'on doit respecter l'idée de la double juridiction avec l'appel sur l'ensemble. Je ne dis pas, qu'elle ne doit pas être condamnée. Je pense qu'au vu du procès, visiblement, elle mérite sa peine. Je suis contre le principe de l'exécution provisoire. Et c'est ce qui, sans doute, permet au Rassemblement national de jouer la victimisation et Marine Le Pen d'essayer d'enclencher une opération anti-juge. C'est quand même ce qu'elle fait. Même si maintenant ils récusent cette idée-là, c'est quand même ce qu'ils vont faire dimanche. Ils ont quand même essayé de faire... Ils ont joué le temps, ils ont joué la montre. Hein. Ça fait quand même une dizaine d'années que ça a commencé cette affaire. C'est-à-dire que là, on arrive en... Ça fait 12 ans. Bon, on arrive en 2027, on est en 2025, on approche de l'échéance et elle cherche encore à gagner du temps. Ce que je veux dire, ça fait aussi partie... Il y a quand même une question que la justice soit aussi lente pour juger des problèmes qui sont des problèmes politiques, moraux. Tous les procès politiques, ça donne lieu à des longues instructions. Ça fait partie des choses qui, d'une certaine manière... Depuis qu'il y a des affaires politico-financières au milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, elles ont toutes donné lieu à des instructions. Je dis pas que c'est une exception, mais je pense que ça fait partie des choses qui minent aussi la démocratie. Et ça voudrait dire qu'on pourrait avoir Marine Le Pen élue présidente avec 4 ans de prison. Enfin, franchement, mais il y a quelque chose aussi qui c'est quand même très problématique. Il y a quelque chose qui représente un vrai danger.
dans les réactions du Rassemblement national, c'est la liste de ses soutiens. Alors, j'allais vous en parler. Donald Trump, Elon Musk, Orban. Viktor Orban, qui est le pape, l'inspirateur de la démocratie dite illibérale, c'est-à-dire pas la démocratie du tout. Et qui crie à l'atteinte à la démocratie. Bien sûr, les éléments de langage sont partout les mêmes. Le soutien de Poutine, le soutien de Trump, le soutien d'Elon Musk. Je veux dire, ça fait... De Salvini. Et de Salvini, bien sûr. Et donc, comme l'a dit excellemment l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui se ressemble, s'assemble. Donc ça veut dire que voilà à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à une sorte... C'est Macron, je crois, qui avait dit il y a une internationale réactionnaire. Mais nous avons affaire à la section française de l'internationale réactionnaire en question. Et cette section française montre de quoi ils sont faits. Ils sont faits de ce qui fabrique l'extrême droite. Et donc, on fait du même bois. Tout ce qui était toutes ces affaires, comme l'évoquait tout à l'heure Bruno, tout ce qui était ces efforts immenses pour polisser le Rassemblement national, pour que les élus mettent une cravate, pour que ainsi de suite, pour les dédiaboliser, c'est voilà, comme disait aussi François Mitterrand, on ne se refait pas. Et ils ne se refont pas si on regarde la liste de leur soutien. Et c'est ça qui est grave, parce que c'est un mouvement qui n'est pas limité à la France, qui n'est pas limité aux États-Unis, qui est un mouvement qui s'étend un peu partout. Il faut dire peut-être qu'elle s'en serait passée lundi d'avoir cette liste de soutien. Le porte-parole de Poutine a réagi avant même qu'elle qu'elle ait parlé, ou même qu'elle soit sortie. Pour lui rendre service. Je suis pas sûr que ça l'ait arrangé. C'est un cadeau mal emballé. Ah ben, je crois qu'elle s'en serait passée. Ça c'est clair. Après. On voit bien quand même que le chemin qu'est en train d'emprunter Marine Le Pen ressemble un peu à celui que Trump a emprunté en son temps. C'est-à-dire, en gros, on m'a volé l'élection, les juges. Et donc, ça tricote quand même une histoire qui pourrait ressembler... Fillon avait fait ça aussi un peu. Alors, Fillon, c'est quand même une autre affaire. D'abord, Fillon, ça se passe pendant la campagne électorale. Il peut se présenter. Et il perd. Et il perd avec un gros score. Avec un gros score. Donc, je pense que l'histoire est un peu différente. Et pour Fillon, pour le coup, par rapport à ce que disait Catherine, il a un traitement de faveur qui consiste à régler son affaire. D'abord, dans un premier temps, il est mis en examen en l'espace de 6 semaines. Et ensuite, il va attendre quasiment 10 ans pour être jugé. Donc, il y avait quand même un peu... Le PNF a fait beaucoup de zèle dans cette affaire. Au minimum, on peut dire ça. Est-ce que les juges sont politisés ? C'est-à-dire, j'entendais, je ne sais plus qui d'ailleurs, sur une antenne, dire qu'il fallait que les magistrats ne soient pas syndiqués. Ah ben ça, c'est le grand truc. C'est une atteinte grave à une liberté essentielle. Dans tout métier, on a le droit de se syndiquer. On doit même... les policiers, on ne le dit pas des policiers, par exemple. Les policiers, c'est même la profession la plus syndiquée en France. Oui, et qui regardent un peu du côté de la droite. Ils regardent où ils veulent. Mais ils sont très syndiqués. J'entends pas le RN reprocher aux policiers d'être syndiqués. En revanche, les militaires ne le sont pas. Il n'y a que les militaires qui ne le sont pas. Le maire de Cannes propose même l'interdiction du syndicat. Ah oui, c'était le maire de Cannes, c'est ça. C'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui propose l'interdiction du syndicat de la magistrature. C'est quand même une approche un peu singulière. Moi, je trouve que ça pose question quand même. C'est le fameux mur des cons. Le syndicalisme ? Non, le mur des cons, c'est dans la magistrature. Le syndicat de la magistrature n'est pas réductible au mur des cons. Ils ont fait une connerie, pour le coup. Ce n'est pas l'histoire du syndicat de la magistrature, elle est assez longue. D'ailleurs, ça les a, à juste raison, beaucoup pénalisés. Et le syndicat de la magistrature a beaucoup reculé dans les élections syndicales. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas juger du syndicat de la magistrature à cette aune-là uniquement. Et par ailleurs, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que le syndicat majoritaire chez les juges, c'est plutôt un syndicat classé à droite. Oui, qui est plutôt classé à droite. Donc, on polarise, on raconte que ce serait des juges rouges. Ça n'a à peu près aucun sens. Enfin, il y en a. Mais il y en a quand même. Il y en a. Bien sûr, mais il y en a. Là, en l'occurrence, ils ont été 3 à écrire le jugement. Donc, ça serait quand même pas de chance que les 3 soient décidés. Si on veut éclairer un peu nos téléspectateurs, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la constitution des jurys, donc des 3 magistrats qui jugent pour de la collégialité. Les présidents de cour font attention justement au profil. Ils essaient de marier. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. Les magistrats expliquent que justement dans
l'installation des trois qui vont juger une affaire. Oui, mais c'est pas que l'orientation politique, c'est aussi la manière. Oui, mais c'est aussi la manière d'appréhender le droit, c'est la manière de considérer son exécution. C'est pas, je veux dire, c'est pas gauche-droite simplement. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a des gens qui sont plus sévères, d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas. On peut pas ramener ça simplement à cette question gauche-droite. Et encore une fois, je pense que c'est même les syndicats. Enfin, de toute façon, combien même on l'interdirait, on peut pas interdire aux juges d'avoir leur propre opinion en tant que citoyen. La question, c'est est-ce qu'ils fondent en droit leurs décisions? Oui, je crois que c'est le cas. Ça doit être. C'est leur mission. C'est le cas. Mais ce qui a jeté un trouble, puisque c'est le mot de cette émission, c'était lors des quand il y avait encore le procès. C'était la phrase de la vice-procureure, je crois, à l'intention d'un des prévenus, en l'occurrence Jean-François Jalc, député européen, qui avait dit je ne peux retenir aucune charge, etc. Je pourrais prononcer la relaxe, mais ça me ferait trop mal. Ah oui. Et ça, c'est vrai que... oui, ça jette la suspicion. C'est ça. La défense a beaucoup utilisé cet et aspect. Du coup, ça a jeté trouble. Un doute, là, sur l'impartialité ces querelles-là ont des juges. commencé dès le moment où sont sorties des affaires contre les politiques. Les premières affaires qui sortent contre le Parti socialiste et son financement. Et c'est instrumentalisé et conduit par des juges, par des juges qui sont notoirement des juges de droite et qui d'ailleurs ultérieurement seront candidats aux élections au nom de l'UDF en l'espèce. Bon, donc je dis, il y a forcément en chemin des rencontres de cette nature. On ne peut pas interdire aussi aux juges d'avoir leurs propres opinions. Le problème, comme le disait Carole, c'est qu'il faut être garanti qu'ils appliquent la loi. Oui. Là, il y avait peu de doute de la part des observateurs pour considérer qu'il y avait eu vraiment manquement à la loi de la part du Rassemblement national. Oui, puis il y a aussi l'opinion qui se dit... Comme de la part du MoDem. C'est vrai que les derniers grands procès d'affaires politiques, c'est la droite. Bon, les gens n'ont pas forcément la mémoire. Il y a eu toute une période où c'était des procès pour des hommes politiques de gauche. On a un peu oublié. On peut ajouter aussi au fait que sur une même affaire, même si elle est un peu différente, François Bayrou a été relaxé, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Alors, il faut dire que François Bayrou, il n'y avait pas de charge visiblement qui pesait sur lui. Il n'y avait pas de fait il n'était pas la clé de voûte constitué. du système. Donc, du coup, il est relaxé. Le parquet a fait appel quand même. Attention, c'est pas terminé cette affaire. Donc, et c'est vrai que l'instruction dans l'affaire qui concernait les filles sur des montants moindres traîne. Et du coup, ça donne ce sentiment d'un traitement qui serait plus dur pour le RN. Cela étant, le RN, l'affaire, elle remonte à 12 ans. Donc, il y a eu 45 appels de décisions diverses devant les chambres d'accusation et tout ça. Donc, c'est pas un procès qui arrive comme ça, précipitamment, bâclé, avec une instruction. Non, l'instruction a été longue. Ils ont pu faire valoir leurs droits tout au long de cette longue procédure. Merci, j'aurais aimé qu'on continue à... J'avais encore plein de questions, mais Véronique Reissoul va nous éclairer aussi sur ce qu'en pense l'opinion avec la politique sur les réseaux. Véronique Reissoul, t'arrives. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Alors, voilà, Marine Le Pen, cette condamnation, comment elle est perçue dans l'opinion? Alors, on a fait un sondage pour Le Figaro, qui est paru juste après, et où, en gros, la condamnation, vous avez quand même 37% des Français qui sont satisfaits de cette condamnation. Vous en avez 35% qui sont choqués et 28% indifférents, qui n'est pas anodin comme chiffre. 28% des Français se disent, bon, ok, très bien, j'ai d'autres choses à faire. Et pour les choqués, quand on regarde, ce n'est pas le sujet de la condamnation, c'est le sujet de l'exécution provisoire qui a choqué. Ça n'est pas la condamnation. C'est ce que disait Bruno tout à l'heure. Il fallait distinguer les deux choses. Voilà. Et les Français le distinguent parfaitement. Et au point, quand on leur dit, finalement, ce jugement, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe pour la démocratie? Eh bien, pour 54% des Français, c'est bon signe. Alors, évidemment, selon vos... C'est contradictoire, alors, un peu, avec les choqués. Eh bien, non, les choqués, c'est sur l'exécution, c'est pas sur la condamnation. Et donc, finalement, ils trouvent que, voilà, alors 54%, c'est pas non plus un chiffre massif, mais c'est largement majoritaire. Contraire à ce que nous dit le RN, en tout cas.
Ah, mais c'est pour ça que Le je RN vous ai nous mis... dit c'est la négation de l'état de droit. Voilà. Pas pour les Français. Voilà. Et le RN, vous n'avez que 13%, c'est ce que je vous ai mis, les proximités partisanes. Seulement 13% des sympathisants RN disent c'est un bon signe de fonctionnement de la démocratie, évidemment. Voilà. Mais donc ça nous donne un 54% globalement. Et comme les sympathisants RN sont pris dans le global, effectivement, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est pas parce que les gens ont trouvé que c'était un bon fonctionnement, c'est pas parce qu'ils trouvent que ce jugement est plutôt juste que ça n'a pas fait parler, voire même beaucoup parler, voire même beaucoup parler. Je vous donne le chiffre qui, personnellement, m'a assez étonné, 5,3 millions de messages depuis le 31 mars. Donc voilà. Alors, dans l'ensemble de ces messages, je vous ai fait une carte. J'ai regardé avec notre outil, on a ressorti la réalité d'eux. Bien sûr, on en parle plutôt en France. En France, c'est 4,5 millions de messages, mais dans le reste du monde aussi. Et vous en avez parlé, certaines personnalités assez emblématiques à l'international en ont parlé, qui ont eux-mêmes généré un certain nombre de messages. Mais donc, on en a beaucoup parlé. Alors qu'on dit les Français, j'ai mis de côté les étrangers, non pas que ce soit pas intéressant, mais c'était plutôt des réactions par rapport aux personnalités étrangères. Et donc là, les fameux emojis sont assez parlants en soi. Vous avez la colère, évidemment, la colère sur le jugement et sur les commentaires. Le personnage dubitatif qui est beaucoup autour de ce sujet du non provisoire, l'exécution provisoire. Vous avez aussi une réalité dans les commentaires. Qui porte un mauvais nom, d'accord, parce que c'est justement, c'est pas provisoire. C'est pas provisoire. Bon, ça, je pense que là maintenant on commence à maîtriser. Et provisoire, c'est deux mots qui ne marchent pas bien ensemble. Et ensuite, vous avez le clown qui est en gros beaucoup sur la défense. Alors pourquoi sur la défense? C'est qu'en fait, sur la défense, il y a un avant et un après le 31. Pourquoi? C'est qu'en fait, les fameux attendus qui ont été publiés, les gens les ont beaucoup lus. Voilà. Et donc, ils ont découvert l'histoire des 4 millions. Donc, quand avant, c'était un sujet de finalement, nous ne sommes pas d'accord avec le fonctionnement de l'Europe et donc nous n'avons pas détourné, nous avons juste utilisé comme ça, nous sommes le bien. Les gens qui suivent ce genre de propos se disaient OK. Puis là, ils ont regardé, ils ont dit mais 4 millions. D'abord, c'est beaucoup. Et puis, dans les attendus, c'est précisé très clairement, le chauffeur, le majordome, tout ça. Et là, tout de suite, ça plaît moins, ça passe moins. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Alors aujourd'hui, le jour de la liberté ou plutôt celui du marketing, Véronique? Mais oui, comme vous le savez, M. Donald Trump est le champion toute catégorie de la communication politique. Donc ça ne vous a pas échappé qu'il y avait un nom pour cette journée d'annonce formidable sur les droits de douane. Ça s'appelait la journée de la liberté, The Liberty Day. Et évidemment, quand vous avez un nom comme ça, vous avez une mise en scène qui est assez intéressante. Alors voilà à quoi ressemble la mise en scène. Vous avez donc M. Trump avec son un tableau, joli personne tableau. ne voit rien, alors qu'il aurait dû être beaucoup plus grand, mais alors sachez-le, c'était un débat. Il y avait du vent, c'était compliqué. Donc voilà. Donc il a fait une démonstration avec son tableau. Je vous passe le fait que dans ce tableau, il n'y a pas la Corée du Nord, il n'y a pas la Russie. Bon, il n'y a pas les grandes démocraties, en gros. Donc voilà, ça n'a pas échappé aux internautes. Mais surtout, c'était... Je ne vous l'ai pas mis là parce que c'était en anglais et que la traduction en live, mais les commentaires, ça ressemblait à un bingo. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils prenaient les pays, ils faisaient des commentaires, à chaque fois, mais injouables sur chaque pays. Pathétique pour l'Union européenne. Oui, pathétique. Le Lesotho a pris cher aussi. Enfin bref, les uns et les autres. L'Afrique du Sud. Les champions du marketing. Vous devriez regarder l'Afrique du Sud. Oui, pas bien, pas gentil. Pas gentil. C'était incroyable. C'était ça. Il faut vraiment écouter, ça dure 4 minutes, hallucinant. Alors, c'est pas si nouveau que ça, le coup des panneaux. Il y a quelqu'un qui l'avait fait il y a quelques années à l'ONU. Monsieur Tac, ça arrive. Monsieur Benjamin Netanyahou avait fait aussi des petites interventions à l'ONU avec des jolis petits tableaux, des jolis petits graphiques qui expliquaient bien les choses. Donc on va dire que le panneau, c'est pas nouveau. Le commentaire façon bingo, c'est plus innovant. Voilà, ça n'a pas empêché qu'il y ait des tas de commentaires, évidemment, et que le fond du débat soit là. Mais avouons qu'en termes de marketing, c'était assez intéressant. Ouais. Et donc, normalement, on avait prévu d'autres choses, mais comme vous n'avez pas eu le temps de parler des États-Unis, je me suis dit, je sacrifie les DLS que j'avais préparés pour que vous ayez le temps de parler. Eh bien oui, donc on va poser ces questions à Jean-Marie, au hasard. Est-ce que donc Donald Trump qui annonce les taxes, là, de 20% pour l'Union européenne, 34% pour la Chine, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans le fond? Est-ce qu'on rétorque et là, on se prend de baffe, soit on essaye d'acheter, on va dire,
Donald Trump en allant investir Non, mais c'est une déclaration de guerre au reste du monde. Une déclaration de guerre commerciale au reste du monde. On n'est pas les seuls visés. Le principal visé, c'est... Ça veut dire que c'est la mondialisation sans les États-Unis ? Et donc, il n'y a plus de mondialisation dans son esprit. C'est l'Amérique seule. Ouais. Donc, et l'Amérique seule est toute puissante. Et donc, c'est vraiment la page qui continue de se tourner d'après la Deuxième Guerre mondiale. Il défait morceau par morceau tout l'édifice qui avait été construit par les États-Unis et leurs alliés, parce que l'on avait appelé l'Occident, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qu'il est en train de faire. Il le fait aujourd'hui sur le plan économique. Le problème, c'est que sur le plan économique, le protectionnisme, ça ne marche pas si bien que ça. Et donc, en règle générale, dans l'histoire, ça n'a jamais vraiment marché. Par exemple, le plus bel exemple de protectionnisme de pays seul, ça a été l'Argentine, qui était un des pays les plus prospères au monde avant la Deuxième Guerre mondiale et qui en est ressorti exsangue et aujourd'hui se traîne toujours avec d'immenses problèmes de pauvreté et d'inflation. Et avec quelqu'un d'un petit peu dérangé à la tête de l'État en Argentine. On ne peut pas ne pas le constater. Et donc, c'est ça qui est problématique. Alors, quelle sera la réaction d'un certain nombre de milieux économiques aux États-Unis, notamment les paysans, qui vont être durement frappés par ces mesures. Est-ce que ça tiendra donc, ou est-ce que Trump sera obligé de faire marche arrière comme il a l'habitude de le faire quand ça coince vraiment en termes d'opinion? Et c'est surtout que au-delà du cas des États-Unis, après tout, ils ont voté pour Trump et ils risquent d'en payer les conséquences parce qu'on voit déjà qu'au bout de 100 jours, l'économie américaine se porte nettement moins bien que son arrivée. Alors c'est le calcul qu'il fait, il dit on va baisser un peu pour mieux remonter après. On verra si ces stratèges économiques ont raison, mais c'est surtout qu'à court terme, à moyen terme, s'il y a un risque de récession mondiale. Ouais. C'est ça qui et de retour de l'inflation. C'est ça qui pend au nez de nous tous, c'est-à-dire tous qui sommes face à ces barrières douanières qui vont lourdement peser sur l'économie mondiale, sur certains secteurs, en France, l'automobile, l'agriculture, la viticulture, le luxe. Tout ça, c'est des secteurs qui vont souffrir énormément. Et je vous propose la semaine prochaine de vous raconter les théories du complot qui vont avec ça. À la semaine prochaine. Merci de faire l'horloge parlante et de nous dire qu'il faut rendre, c'est vrai, on se fait enguirlander. Merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. Merci à tous.